Entre ça, entre ce souvenir, ce traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, le traumatisme de la décolonisation qui a été effectivement coupable, et ensuite on arrive au fait que l'homme blanc, hétérosexuel, même s'il n'est pas bourgeois, et surtout s'il n'est pas bourgeois, parce que le bourgeois c'est dans le texte, mais c'est celui qui s'en sort le mieux, alors qu'en fait c'est le petit blanc des classes populaires qui va payer les pots cassés pour tous les autres. Tout le travail que je fais contre le néo-féminisme et la théorie du genre, c'est certainement pas un discours réac, certainement pas un discours catholique que je ne suis pas, même si je respecte les catholiques qui se sont engagés par exemple dans les manifs pour tous, comme je respecte des femmes comme Farida Belgoul qui au nom de l'islam se sont engagées là. Seulement c'est pas du tout mon propos, et moi je pense qu'au contraire, c'est dans un article d'Éléments récemment sur la question du néo-féminisme et de la réhabilitation de la corporalité dans le discours féministe, j'ai voulu le faire voir, c'est que je pense que cette liberté, on doit la défendre non pas en tant que Français, que je ne suis pas, en tant que nationaux, mais en tant que Gaulois, parce que c'est une culture quand même. Et je pense que cette culture, elle peut assimiler dans une certaine mesure, mais qu'on doit faire aucune concession là-dessus, quoi. Que ce soit par rapport à la liberté des femmes, et que ce soit par rapport à nos libertés sexuelles, et par rapport à, disons, ce qu'on appelle la gauloiserie. Apparemment, David, vous avez observé les déclarations des unes et des autres avec précision. Est-ce qu'il y a une ou des déclarations qui vous ont surpris, ou qui montreraient à un moment que en face, il y a une partie de la citadelle qui, justement, confrontée à la réalité, s'effondre? Est-ce qu'on a en gros des figures féministes, connues ou pas connues, qui, sur cette affaire-là, ont flanché dans le fait d'être arc-boutés sur l'antiracisme et sur cette liaison des minorités? On a tous été choqués en suivant les médias de voir ce qui s'est passé dans certains pays européens, surtout au nord, le soir de la Saint-Sylvestre. Et évidemment, je m'attendais, comme tout le monde, à ce que les féministes se précipitent dessus comme du pain béni. Quand la bergère crie au loup et qu'il n'y a pas beaucoup de loups dans la bergerie, on rigole. Et quand enfin les loups arrivent, alors là, on la prend au sérieux. Ça aurait été l'occasion, si j'avais été féministe, je ne vais pas dire que je me serais fait des couilles en or, mais des ovaires en or, parce que c'était vraiment l'occasion idéale. Et j'ai été très attentif à tout ce qui s'est dit. Et vous l'avez vu, comme moi, en réalité, même le plus phallocrate et le plus macho ne peut être que choqué par ce que les féministes officiels, les féministes d'État, en France notamment, pour prendre un exemple qui nous approche, mais également en Allemagne, ont dit. Je prends un exemple allemand, mais son texte a été traduit en Suisse, je l'ai découvert dans un de nos quotidiens. Julie Billot, anthropologue à l'Institut Max Planck en Allemagne, s'attaquait à ce néologisme anglais de rape-fugie, combinaison de réfugiés et violeurs, donc rape en anglais. On disait, bon oui, certes, il y a eu tant de viols, mais la presse allemande n'a pas parlé de toutes ces victimes d'agressions chaque année pendant la traditionnelle Oktoberfest à Munich. Il est possible qu'il y ait eu des agressions sexuelles à Oktoberfest parce que c'est une fête d'alcoolique, un petit peu, quand même, il faut le dire. Mais pourquoi elle parle de ça? Parce que l'Oktoberfest, c'est une fête de buveurs de bière, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, où on joue de la musique folklorique, de la Schlagerparade, des machins. Et c'est une manière de s'attaquer à l'identité allemande traditionnelle, sans parler du fait que les musulmans dont on parle, théoriquement, sont censés ne pas boire d'alcool du tout. Je dirais quelques mots d'un livre, parce que quand on a parlé du sujet de l'émission, je me dis, mais ça, ce livre, il faut en parler. C'est un livre de Nassira Ghenif Soulemas qu'elle a écrit avec Eric Massé, qui s'appelle Les féministes et le garçon arabe. Ce livre a été écrit il y a quelques années, en 2004, donc je ne sais pas si elle serait prête à le réécrire exactement comme ça, mais en gros, c'est une critique sociale assez intéressante au début, de ni pute ni soumise, qui disent vous attaquez au prolo arabe plutôt que vous attaquez au patriarche blanc, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais seulement elle pousse la critique tellement loin qu'il y a une espèce d'excuse donnée à outrance aux immigrés, ce qui sous une plume de droite ou d'extrême droite passerait, mais sous une plume de féministe est un petit peu problématique. Elle écrit par exemple, ce n'est pas parce qu'elles sont une menace que ces figures, donc comme la figure de l'arabe de banlieue dérange, mais parce que leur performance de genre les fait. Donc, pourquoi performance de genre? Parce qu'elle considère, à raison, à mon avis, je pense que c'est-à-dire qu'un homme, qui soit immigré ou blanc ou français, n'importe, qui est un petit peu dépossédé de son pouvoir économique parce qu'il est au chômage, parce qu'il est réduit à une espèce de subvention minimale d'État, est dévirilisé, et qui va se viriliser autrement, par une allure, par une attitude. Donc cette performance de genre les fait s'affronter aux tenants nostalgiques d'un progrès
progrès universel, de la modernité au nom duquel ont été commises la plupart des violences sexistes et coloniales. Et ce progrès universel, c'est la République de Ferry. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais elle dit le garçon arabe est le produit de la rencontre entre la décomposition de la virilité populaire, mais là je lirais la nôtre, virilité populaire autochtone, et l'empêchement raciste à devenir un individu autonome, parce que dès qu'ils veulent le devenir, ils sont criminalisés. Et selon cet auteur, il y a 3 adversaires qui suscitent le consensus du patriarcat contre eux, parce qu'ils sont facilement caricaturables. C'est la lesbienne radicale aigrie, alors on imagine aussi la vieille institutrice à l'ancienne, la fille voilée, parce qu'on va dire qu'elle n'est pas émancipée, et le garçon arabe, parce que sous-entendu c'est un violeur. Selon elle, thèse qui a été remise en question d'ailleurs par Guillaume Fay, que vous avez reçu une fois, qui parlait de son livre, moi je suis vraiment pas sur la même longueur d'onde que lui, mais son bouquin Sexe et dévoiement me semble assez intéressant, et quand on lui disait, oui mais finalement... les peuples musulmans ont produit les Mille et une nuits, lui répond mais les Mille et une nuits c'est une œuvre perse et non pas une œuvre musulmane. Il faudra aller vérifier parce que ça c'est une histoire que je connais pas bien. Mais selon cette dame qui est visiblement d'après son nom d'origine arabe aussi, elle dit que les peuples musulmans et anté-musulmans se caractérisent par un véritable raffinement érotique et une grande tolérance à l'égard de l'homosexualité, avant que le colonialisme et l'immigration ne changent la donne. Donc selon elle, le côté macho, réac et homophobe des musulmans ne vient pas ni du Coran, ni de leur culture arabe traditionnelle, mais des colonies. Elle donne un exemple, elle dit par exemple, chez les arabes traditionnels, il y a la tradition de l'accolade, et que finalement, avec l'immigration, ils ont fini par assimilation, par l'abandonner et la remplacer par la poignée de main, parce que les Français leur auraient fait comprendre que cette accolade, ce salut traditionnel, aurait pu être considéré comme un signe d'homosexualité latente. Et elle explique, je cite, « Dans cette occidentalisation des postures, le virilisme n'est pas du côté que l'on croit, il est bel et bien à l'ouest, dans un Occident chrétien hétérosexué. » Pour elle, évidemment, c'est une insulte de dire que c'est nous qui sommes virilistes. Seulement, je pense malheureusement que ce n'est pas nous qui le sommes. Elle écrit « Les petits Arabes sont les derniers bons élèves d'un machisme ringardisé. » Il y avait d'ailleurs un de nos proches, enfin dans nos milieux, qui est monsieur Paoli, qui avait écrit un livre sur l'éloge de la faiblesse, où on l'avait chroniqué dans l'élément. Paul-François Paoli, ouais, qui parlait de ça. Elle pense au contraire que les musulmans actuellement sont beaucoup plus proches de l'univers victorien que de l'univers méditerranéen. Ce victorianisme, cette victorianisation sera un effet de la colonisation à partir du 19e siècle. Et elle justifie même dans le crachat des banlieusards, je cite, une figuration sublimée de l'éjaculation. L'éjaculation empêchée par le fait qu'ils sont arabes, pauvres et qu'ils ne peuvent pas se taper des blanches. Et du coup, pour elle, c'est moins une incivilité, les viols, qu'une forme d'aliénation. Donc on est dans le marxisme le plus dévoyé. Et à la fin de son livre, elle laisse le choix aux immigrés de banlieue. Elle s'adresse à eux et dit « Ou vous acceptez sereinement votre part d'homosexualité, où vous êtes réduit à la déchéance de la prostitution masculine et la frustration parce que vos petites sœurs, elles mentent parce que la beurette plaît davantage que le voyou, parce que selon elle, la stratégie du patriarcat consiste à désérotiser les garçons arabes pour mieux érotiser les filles qui revendiquent de leur résister. Je ne suis pas sûr qu'elle tiendrait le même langage aujourd'hui, je ne sais pas d'où elle sort. Gisèle Halimi, elle venait aussi du monde arabe, elle a aussi dit des conneries monumentales, c'est pas du tout une référence, quoi. On trouve des cautions dans le féminisme pour justifier ces violences en les socialisant, mais c'est socialisant, c'est-à-dire c'est plus du marxisme, hein. Le marxisme est beaucoup plus intelligent que ça, c'est du gauchisme, ce qu'on appelait dans les universités anglo-saxonnes les post-colonial studies. On est exactement là-dedans. Et aujourd'hui, ça fait partie des choses qui, depuis ces derniers mois, ont volé en éclats, on ne peut plus y croire du tout. Cette solidarité objective, entre guillemets, est rompue. Comme ils sont dans le déni, et vous l'avez dit, ça va prendre du temps, mais il faudra que les féministes fassent leur deuil des convergences de lutte entre le prolétariat et leur caprice. Mais ça me fait penser qu'elle touche du doigt je ne sais plus quel auteur de polar américain, noir américain, afro-américain, disait que les deux personnages importants symboliquement aux États-Unis, c'est la femme blanche, névrosée, et le noir, le ressentiment du noir. C'est un auteur noir qui dit ça, quoi. Oui, et c'est l'articulation entre les deux, c'est le viol, le fantasme du viol. Et ces deux figures assez symboliquement qui se détachent aujourd'hui, puisqu'il y a un fantasme, si ce désir de l'autre se traduit par une indulgence pour les violeurs à Cologne, c'est précisément parce qu'il y a un fantasme pour cette figure aux États-Unis du noir et chez nous du méditerranéen, quoi. Mais c'est une élève délirante de Edward Said et des thèses orientalistes où l'orientalisme en fait est une création de l'Occident. Il y a une américaine, justement, ça me fait penser à ce que vous dites, qui s'appelle Shulamit Firestone. On n'est pas dans le cadre de l'immigration, on est dans le cadre de la coexistence aux États-Unis entre
entre noir et blanc. Elle dresse le portrait symbolique de la famille nationale américaine. C'est une freudo-hégélo-marxiste. Et elle pense que les noirs sont les enfants et les blancs les parents, ce qui est un racisme exacerbé quand on y pense, ce qui lui permet de décrypter les conflits raciaux sous un angle psychologique en termes de complexe d'Édipe, par exemple. Et elle pense que la femme blanche a le choix ou de s'identifier à son maître, c'est-à-dire son mari, son maître dans le rapport patriarcal parce qu'elle en partage l'identité raciale, ou à son compatriote, parce que le noir est son compatriote quand même, dont elle partage le statut d'opprimé, parce qu'elle est une femme et dans la lutte duquel elle peut se projeter de manière substitutive. Et si elle ne le fait pas, si elle préfère s'identifier à son mari, cette auteure, qui est blanche, blanche et bourgeoise et universitaire, dit « Ah bah voilà, alors là c'est un racisme propre aux femmes blanches ». Et elle dit « La femme blanche tend donc à osciller entre une identification substitutive à l'homme noir et une forme hystérique mais inauthentique du racisme ». Et elle parle à ce propos de complexe d'Édipe racial. Et elle fait l'éloge de la femme noire parce que la femme noire est beaucoup plus agressive en comparaison de la docilité de leur sœur blanche, et puis finalement elle finit par dire que les hommes noirs sont forcément tous des macros. Donc il y a une espèce de... Non mais moi j'ai été choqué par ces... Non mais là on est dans les années 70, mais les textes féministes blancs, californiens notamment, de ces années-là, sont de racisme exacerbé, tout en essayant de créer une jonction, l'intersectionnalité dont on parlait. Avec une enflure lexicale, avec un verbalisme pathologique. Moi, je rêve depuis 3 siècles qu'un Molière nous débarque pour croquer et épingler de nouveau cette espèce de salivation, de dément. Mais vous citez les personnages de Molière dans votre livre, Trissotin, c'est du Trissotin. C'est pour ça qu'il y a le précédent féministe des salons de Madame de Rambouillet. C'est à l'époque, c'était pas le cru qu'ils aimaient, justement, c'était le langage châtié. Mais dans le langage châtié, il y avait une surenchère d'épithètes, il y avait une copulation du langage. Le langage pour accoucher des trucs déments, fumeux, gazeux, mais qui relèvent de l'asile, quoi. Et tous ces gens-là, et Dieu sait si les Foucaldiens... De la litière pour chat, comme vous dites. Et les Foucaldiens, la litière pour chat, et les Foucaldiens, Dieu sait si surabusent de ce langage.